Amis des oscilloscopes, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouvel épisode d'Oscillostory pour vous parler des entrées de synchronisation externe des oscilloscopes, un petit peu de leur utilité, sachant que c'est une question qui m'a souvent été posée et c'est une vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps. Et donc là, j'ai un petit peu de temps, donc je vais en profiter pour la faire. Surtout, je voudrais dédier cette vidéo à mon beau-père, Maurice Zanier, qui nous a quittés dernièrement et qui était aussi un féru d'électronique, un sacré bidouilleur. Hein. C'est quelqu'un qui a commencé juste avec une formation d'ajusteur en mécanique, mais qui de lui-même, hein, comme beaucoup de bidouilleurs un petit peu, de cette époque un petit peu des 30 glorieuses, a appris par lui-même avec des revues comme Megahertz, le haut-parleur et tout ça, et est arrivé à faire des sacrés trucs en fait. Hein. Surtout lui, c'était plutôt dans le domaine de la radio, mais il a fait des tas de montages sur la CB, il a bricolé à l'époque des CB pour rajouter des canaux, plus de puissance, des tas de trucs, des antennes, des récepteurs satellites, enfin vraiment beaucoup de choses. Et donc, s'il y a un paradis pour les électroniciens, je pense qu'il y a toute sa place et j'espère qu'il y sera bien. Nous allons donc voir maintenant, avec deux exemples pratiques, l'utilité de ces entrées de synchronisation externe. Nous allons voir un premier exemple d'utilisation justement de cette synchro extérieure. Et on va voir que dans certains cas, c'est quasiment un des seuls moyens de pouvoir observer quelque chose. Imaginons ici qu'à l'entrée d'un appareil qu'on est en train de mettre au point, on ait un signal comme ça, à 1 kHz, là, une belle sinusoïde, et que donc la synchronisation vient de ce signal. On voit qu'ici, dans les différentes sources de synchronisation, j'ai bien choisi le signal. Et je rappelle, hein, vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet, hein, que voilà, on voit ici le niveau de synchronisation, hein, qui est le niveau ici qui est par ce petit point ici, et qui déclenche le balayage. Jusque-là, tout va bien, impeccable, aucun problème. Maintenant, je regarde un petit peu à la sortie ou à l'intérieur de mon appareil, et je commence à voir ça apparaître. Là, pour le coup, ça devient assez compliqué. Pourquoi? Parce que, manifestement, il y a quelque chose qui vient se mélanger ici à mon signal, et ici, vouloir se synchroniser dessus, ça devient quasiment impossible. Bon, là, on y arrive un petit peu, voilà, mais enfin, bon, et encore, là, je crois que j'ai choisi un exemple où on a de la chance qu'on y arrive, mais voilà, tiens, là, à mon avis, on n'y arrivera plus. Ça devient très compliqué ici de pouvoir voir quelque chose, parce qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer, quelle est ici une source pertinente de synchronisation. À ce moment-là, une des solutions, hein, qui est généralement celle qu'il faut utiliser, c'est d'utiliser justement la synchronisation extérieure. Sur tous les générateurs de bonne qualité, il y a une sortie ici de synchronisation. Cette sortie ici de synchronisation va donner, comme on va le voir, un signal généralement rectangulaire qui a la même fréquence que le signal de sortie, mais qui est complètement indépendant de son amplitude, de sa forme et tout ça. Alors justement, on va regarder à quoi il ressemble ce signal ici de synchronisation. Donc, on va y mettre ici la voie 2. Ici, hein, comme on voit, je suis toujours synchronisé ici sur mon signal un petit peu pourri. Et on voit aussi que le signal ici de synchronisation, lui, bien sûr, il suit. Mais si je change ici la source et que je me mets sur le niveau 2, là, on voit que tout de suite, on a une grosse amélioration. Voilà. On voit ici ce fameux signal de synchronisation. Et maintenant, il me permet de bien revoir mon signal ici d'origine, quitte à voir dessus, ici, des perturbations. Ce signal, donc ici de synchronisation, comme on le voit, c'est un signal donc rectangulaire. Il est rectangulaire quelle que soit la forme du signal ici de sortie du générateur. Donc il est stable. Et en même temps, c'est un signal logique quelque part. Hein. Il est binaire, hein, je veux dire, ce qui fait qu'il a ici un front qui est très raide, qui est très clair. Ce qui fait que quand on se synchronise dessus, c'est très facile. Et surtout, il est aussi indépendant complètement ici de l'amplitude. On voit que si je change ici l'amplitude de sortie de mon signal, voilà, quel que soit ici, voilà, on voit qu'il ne change pas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que finalement, indépendamment de mon signal observé, l'oscilloscope sera toujours synchronisé sur le signal, même s'il y a des parasites ou il y a des choses comme ça. Le problème, c'est que voilà, si j'avais qu'un oscilloscope à deux voies, j'ai bouffé une voie ici pour faire la synchro. Alors, pourquoi pas, hein, c'est une façon de faire, mais d'un autre côté, en même temps, voir ce signal-là, ça ne m'apporte pas grand-chose. L'idée, à ce moment-là, c'est d'utiliser la synchro externe. Comme on peut voir ici, ici, il y a une entrée ici synchro externe. Hein, généralement, on peut la relier même comme ça directement
ici dessus. Mais enfin, c'est une entrée ici à Mego. Bon, en cas de haute fréquence, d'impédance, machin, on peut ici mettre une sonde ou une terminaison. Mais ici, vu les fréquences, on peut très bien le faire comme ça. Ce qui fait que là, je ne vais plus prendre ici mon signal de synchronisation. Et je le branche comme ça. J'ai plus besoin de ce signal-là. Donc là, je peux le mettre à fond là. Par contre, je vais choisir ici comme source de synchronisation externe. Et voilà. Et là, maintenant, mais ça, il va falloir que je règle ici le niveau qui va bien pour pouvoir me synchroniser. Et voilà. Ici, maintenant, on voit que j'ai à nouveau un signal ici qui est bien synchronisé, sans être obligé de prendre une voix. Certains oscilloscopes, hein, comme par exemple Siglent, là que je vous ai montré à 4 voix, eh ben, ils ont fait l'impasse sur la synchro externe. Ils se sont dit sur les 4 voix, il y en a bien une qui pourra servir de synchro externe. Alors ils autorisent de l'utiliser comme synchro même si elle n'est pas visible, mais bon, ça bouffe quand même une voix. Maintenant, sur 4 voix, c'est vrai que c'est moins gênant. Maintenant, sur des oscillos à 2 voix, c'est quand même ici très pratique. Donc voilà, pour résumer cette première utilisation, ce qu'on peut voir, c'est que ça va permettre de regarder un signal, ici, hein, qui peut se balader dans un circuit n'importe quoi, indépendamment de son niveau de parasitage, indépendamment de son niveau, indépendamment de sa forme, avec toujours une synchronisation super clean. En fait, moi personnellement, très souvent, hein, sauf cas particulier, je utilise toujours cette synchro externe. C'est-à-dire que quand je vais mettre au point quelque chose, si je peux le faire, j'utiliserai toujours la synchro externe sur la synchro du générateur. Une fois que c'est réglé, j'ai plus à m'occuper de rien. En fait, quel que soit l'endroit où je regarde, quels que soient les réglages que je fais, pof, j'ai toujours quelque chose de synchronisé. Alors attention, il y a quand même un petit bémol par rapport aux oscilloscopes numériques, c'est que les oscilloscopes numériques maintenant sont très très riches au niveau des types de synchronisation. Hein, voilà, on voit ici que ça peut être sur la longueur, sur la vidéo, sur des choses comme ça. Ici, selon ce qu'on veut utiliser, des fois, c'est pas forcément malin, parce que justement, le signal de synchronisation externe fourni par les générateurs, c'est un simple carré. Mais je veux dire, dans quand même la majorité des cas, on va dire normaux, c'est quand même plutôt une bonne idée d'utiliser ça. Nous allons voir maintenant un deuxième exemple d'utilisation de la synchro externe. C'est une utilisation qui était surtout intéressante sur les oscillos analogiques. Sur les numériques, on va voir un petit peu moins. Quel est le problème? Voici par exemple une magnifique impulsion qui arrive. Et pour l'instant, la source de synchronisation, c'est sur le signal, et on voit que ça se synchronise ici. Sur un oscilloscope numérique, quelque chose qui est très intéressant, c'est que je peux voir ce qui se passe avant la synchronisation et après. Sur un oscilloscope analogique, absolument pas. Sur un oscilloscope analogique, on va le simuler un petit peu ici. Sur un oscilloscope analogique, en gros, quelque part, je suis comme ça. Voilà. Alors, généralement, on peut voir un tout petit bout, parce que justement, les oscilloscopes analogiques, dans la mesure où ils tirent toujours le signal de synchronisation de l'entrée et que, je veux dire, ils démarrent à ce moment-là, ils peuvent pas voir ce qu'il y a avant. Alors, pour pouvoir quand même voir un petit peu, ce qu'il y a généralement dans les oscillos, c'est des lignes à retard, c'est-à-dire qu'on introduit un délai artificiel entre le signal d'entrée et celui qu'on voit à l'écran, et ce qui permet justement, en prenant la synchronisation sur le signal d'entrée, de voir un petit peu. Mais c'est généralement un délai qui est fixe, qui est fait avec ce qu'on appelle une ligne à retard. Hein. Souvent, c'est quelques mètres de coax qui sont enroulés à l'intérieur. Mais voilà, j'ai pas tellement le choix. Si vraiment je voulais voir un peu plus avant, eh ben c'est absolument impossible. Sur beaucoup de générateurs d'impulsion, on a justement la possibilité d'avoir un signal de synchronisation, mais justement d'introduire un retard entre le signal de sortie et la synchronisation. Ici, j'ai branché justement la synchronisation sur externe. Voilà, donc là, bien sûr, ça ne change rien. Mais regardez ce qui se passe si justement j'introduis un délai ici plus important. Voilà, on voit ici que grâce à cette astuce, voilà, maintenant, j'arrive à décaler le signal de synchro ici avec le vrai signal. Alors bien sûr, là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aussi en profiter de visualiser ce signal de synchro, justement, pour bien comprendre. Hein. Encore une fois, normalement, on n'est pas obligé d'utiliser une voix pour ça, mais là, pour la démo, justement, on va le rendre visible. Hein, ici, on peut voir que le signal de synchronisation, c'est un signal qui est extrêmement court. Bon, en plus, là, ici, il n'est pas beau parce que j'ai pas mis de terminaison 50 ohms. Enfin, c'est pas grave, hein, ça permet de voir. Et voilà, en fait, hein, donc si on se synchronise dessus, ici, hein, c'est ce que j'ai simulé ici, maintenant, on voit bien que le retard, voilà, ici, est bien le délai qu'il y a entre ce signal de synchronisation et ça.
Tout à l'heure, dans la démo que j'ai fait, ce signal ici était sur l'entrée de synchronisation externe, et on ne le voyait pas, mais on avait bien ici le même phénomène. J'en profite d'ailleurs pour donner une notion que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au tout début quand je bricolais, quand j'ai eu mon premier générateur d'impulsion. Le générateur, il pouvait donner un retard ou une avance. Alors, c'est quoi ce truc-là? Ce générateur que j'ai là, il est capable de donner qu'il y a un retard. Mais on va l'expliquer, c'est facile à comprendre. Là, ici, c'est un retard. On voit que l'impulsion de sortie ici est en retard sur l'impulsion de synchronisation d'un délai qui, comme on le voit ici, est réglable. D'avoir une avance, en fait, ça permet de régler le signal de synchronisation ici après. C'est-à-dire, en gros, on dit que le signal de sortie est en avance sur la synchronisation. Alors, des fois, c'est très pratique aussi. Imaginez, par exemple, un signal qui doit déclencher quelque chose, mais qui arrive au bout d'un certain temps. Eh bien, ça permet éventuellement ici de le voir. Voilà, bon, il y aurait plein d'autres exemples d'utilisation, surtout aussi quand on regarde des montages digitaux, où là, généralement, voilà, c'est très intéressant de se synchroniser, par exemple, sur l'horloge principale ou sur certains signaux, de façon justement à après pouvoir balader un petit peu sa sonde sans avoir à faire des réglages. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il y a aussi une autre synchronisation externe qui est un peu spéciale, je ne vous l'ai pas montré là, mais qui est très intéressante, qui est la synchronisation qui s'appelle ligne ou secteur, qui en gros revient à faire une synchronisation externe, mais sur le secteur. Donc ça, c'est généralement disponible sur beaucoup d'oscilloscopes. Souvent, ça s'appelle en anglais line. Si à un moment donné, on a un parasite, un signal, si on synchronise sur le secteur et que ce parasite subitement devient stable, eh ben, il n'y a pas de doute possible. Le signal qu'on voit, ce parasite, c'est qu'il est émis par le secteur. Donc ça, c'est vraiment aussi une utilisation quelque part d'une synchro externe un peu spéciale, mais enfin, je veux dire, intégrée, qui est aussi super intéressante. Tiens Maurice, alors comment tu vas? T'as acheté un livre. Ah super, c'est quoi ton livre? Ça s'appelle Comment résoudre 50% de ses problèmes. Ah super, achète-en deux, puis t'auras plus de problème du tout. Le grand 5.5, Dieu des synchros, améliore vos mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.